je lui dirais, utilise bien tes 100 premiers jours. Mais pas pour faire un quick win, parce que c'est souvent ça, on dit, faut faire un quick win. Ouais, peut-être. Peut-être faut avoir un ou deux trucs un peu emblématiques dans ces 100 jours. Mais ce qui est le plus important dans ces 100 jours, c'est de bien comprendre l'entreprise et sa situation. Donc c'est un peu comme un médecin, c'est de faire un bon diagnostic. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Pour ce podcast, je suis très heureux d'avoir comme invité Didier Fleury, qui a été plusieurs fois DSI et qui est aujourd'hui le DSI du groupe Massif. Didier, pour commencer, peux-tu te présenter ? Bonjour Bertrand, oui, je peux me présenter. Il faut que je donne mon âge, tout. Ça peut rester un peu moins intime si tu le souhaites. Non, en quelques mots, ouais, j'ai quand même 61 ans, donc je ne vais pas le cacher, c'est pas un problème. J'exerce depuis une bonne quarantaine d'années dans un certain nombre de fonctions, particulièrement l'informatique, mais pas que. Donc j'ai aussi été directeur des opérations dans certaines structures. J'ai aussi créé des entreprises que j'ai revendues et je continue à investir puisque aujourd'hui j'exerce le métier de manager de transition et donc pas forcément que dans des fonctions de DSI, mais particulièrement en ce moment, plus particulièrement effectivement dans des fonctions de DSI. Voilà, en quelques mots. Okay. Si tu as des questions. Et aujourd'hui, tu es DSI dans quelle société ? Donc, je suis DSI du groupe Massif, okay. Une société d'assurance, je pense, assez connue en France, qui est en train de se transformer depuis pas mal d'années et qui m'a demandé donc de les accompagner. Maintenant, ça fait un peu plus de 20 mois, donc bientôt presque 2 ans. J'ai arrêté de parler en mois, c'est comme pour les enfants. Arrivé à 2 ans, on ne parle plus qu'en années. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton principal enjeu dans cette entreprise en tant que DSI ? Le premier enjeu a été de remettre une DSI en ordre de marche, je vais le dire comme ça, puisqu'il y avait une initiative, alors on peut la qualifier de malheureuse, mais on ne sait jamais qu'après, donc c'est toujours facile de raconter l'histoire, c'est un peu plus difficile de prédire l'avenir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de charlatans dans la prédiction d'avenir que dans les historiens. Et donc, c'est toujours facile de regarder derrière, mais bon, il y a une initiative qui était, je pense, louable, mais qu'on a dû voir dans beaucoup de DSI, qui était de passer à l'agile. Okay. Donc, et il y a quelques années, moi, je l'ai beaucoup vu dans les startups en parallèle. C'est le modèle de Spotify qui était le Nectus Ultra, et il fallait faire passer tout le monde en modèle Spotify puisqu'il avait donné tellement de bons résultats chez Spotify qu'il fallait l'adopter partout. Tous les cabinets de consultants, d'ailleurs, le promouvaient dans ce sens. Et on peut considérer que dans une société comme la Massif, c'était pas forcément adapté. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ça a été un échec assez important et en plus d'une perte de confiance assez forte entre l'informatique et le business, justement. Donc okay. Ma première étape, celle que je vais dire, elle est terminée, c'est jamais fini, mais qui s'est achevée, je pense, vers septembre de l'année précédente, là, donc 2020, puisqu'on est en 2021. Je ne sais pas présenter mes vœux, mais tout le cœur y est, et à l'ensemble des gens qui regardent ce podcast. Donc ça a été jusqu'en septembre, donc de remettre en ordre de fonctionnement normal d'une DSI, c'est celle de la Massif. Et depuis septembre, on est dans une phase différente, qui est de passer l'entreprise à l'agile, et donc d'avoir une approche agile à l'échelle, qui est une difficulté, je pense, aussi importante que d'essayer de faire passer juste l'informatique à l'agile. C'est bien d'essayer de le faire, mais ça ne marchera pas pour tous ceux qui l'ont essayé. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte, et ceux qui voudraient l'essayer, je vous recommande de ne pas le faire comme ça, et d'attendre, de plutôt avoir un projet d'entreprise et de passer de l'entreprise à l'agile plutôt que simplement la DSI, puisque sinon les raccordements avec le reste de l'entreprise sont difficiles à établir. Donc on est dans cette phase maintenant de passer l'entreprise à l'agile, et bien sûr avec l'informatique, mais qui a un peu plus d'expérience, puisque on apprend beaucoup de ses échecs, et comme on en a vécu un, bien
on peut en faire part maintenant et c'est pas grave. Parce que je crois que le cerveau humain est assez basé sur l'échec, même le cerveau des mammifères en général. C'est l'échec qui nous apprend ce qu'il faut faire, puisque Ok. c'est ce qu'il faut faire par défaut. Donc, du coup, toi, ton point sur ça, c'est de dire, si on met que la DSI en agile, on a une organisation qui vient décorréler notre façon de faire par rapport aux entreprises. Du coup, ça crée des tensions, ça marche pas. Oui, ça marche S'il faut pas. le faire, il faut le faire de manière totale sur toute l'entreprise. Est-ce que ça, Total c'est pas une façon agile de voir les choses, du coup? alors c'est un projet différent, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire par morceaux, mais il faut avoir cette ambition. C'est-à-dire si on n'a pas l'ambition de le faire au niveau de l'entreprise, parce que certain que ça fonctionnera pas. Après, on va pas faire un beau gros projet de schéma directeur en V pendant 4-5 ans, parce que c'est moins de ça dont on parle. Bien sûr que non. Mais par contre, si on n'a pas l'ambition de faire ça au niveau de l'entreprise, mais de manière concertée avec le business, je ne dis pas que dans l'expérience que j'ai évoquée tout à l'heure, c'était pas une approche initiale, mais ça s'est fait plutôt contre le business qu'avec. C'était quelque part en disant, mais de toute façon, vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, on va le faire, et puis on va gérer les budgets, puis on va tout gérer, et puis on va vous expliquer la vie. Je pense que c'est pas la bonne approche. Déjà que l'informaticien, en général, a un petit peu tendance à pas être un grand communicant, on va se le dire. C'est donc quelque chose qui fait plutôt peur que ça rassure. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, hein, il ne faut pas se méprendre. Je ne dis pas qu'il faut faire un projet sur 5 ans. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir cette ambition d'agilité à l'échelle, parce que c'est ça qui peut entraîner le succès. Je ne dis pas que le succès il est forcément au rendez-vous. Il y a tellement de composantes dans ce genre d'initiative qui peuvent faire qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. On a vécu un épisode dans lequel on est toujours l'année dernière qui a changé radicalement la façon de voir les choses. Moi, le meilleur chief digital officer que j'ai vu, il s'appelle la Covid. Hein, C'est clair. Maintenant que l'agilité, on va dire, ou la façon agile de travailler est partagée dans l'entreprise et que le point d'horizon est commun et que du coup, vous avez mis, on va dire, un horizon de temps pour y arriver, mais où tout le monde a envie d'y aller. Donc, l'entreprise est structurée, on va dire, organisationnellement pour se transformer. Oui. J'imagine que c'est Elle se structure pour se transformer. Elle se structure Voilà. pour se transformer. C'est un mouvement, je ne vais pas dire perpétuel. En tout cas, c'est un mouvement qui se fait par étapes, avec des jalons qui permettent de mesurer le chemin parcouru de temps en temps. C'est bien de se Quel jalon, par retourner. exemple? Hein? C'est déjà de se dire quel est le modèle d'écosystème informatique qu'on veut mettre en place dans l'entreprise. Est-ce que c'est un modèle centralisé, très décentralisé, hybride? Bon, comme la mode est à l'hybride, je te donne la solution. Donc c'est plutôt un modèle hybride dans lequel on va. Ma conviction, hein, c'est que les systèmes d'information métiers doivent être pilotés par le métier. Ce dont ils n'ont pas forcément l'habitude, hein, parce que si on prend les sociétés d'assurance comme Massif, mais comme d'autres, ils viennent de mainframe, de trucs très centralisés, où l'informatique, c'était un peu ce qui dictait le temps des projets, c'était le temps de passage de l'informatique, c'était rien d'autre. C'était pas le temps de time to market ou du besoin business du client ou quoi que ce soit. C'était ce que l'informatique est capable de réaliser ou pas. Et ça a beaucoup marqué les gens. Ils sont toujours quand même dans cette expectative en disant est-ce que l'informatique va pouvoir. Alors c'est pas la question. La question c'est de quoi on a besoin. C'est de quoi nos clients ont besoin. Et d'ailleurs, enfin, si tu regardes le point, je pense que la transformation à faire au niveau de l'approche de l'informatique, elle est à peu près la même que celle de pivot vers le centré client. Toutes les entreprises, la plus grande partie, et je ne parle pas des startups qui se sont créées, mais la plupart des entreprises se sont créées autour de leur processus. Elles ont mis leurs clients autour de leur processus. Et d'ailleurs, tu as dû vivre ça, c'est toi, client, qui devais trouver la porte d'entrée pour dialoguer avec telle ou telle entreprise. On va prendre la banque, hein, qui est assez similaire aussi à l'assurance. Et si tu connais pas la personne, si tu sais pas par quelle porte il faut rentrer, quel est le numéro à appeler, tu restes dehors. Donc, les entreprises se sont construites autour de leur processus et ont mis le client autour des processus. Et quand on dit mettre le client au centre, c'est juste faire le contraire, c'est-à-dire mettre le client exactement au centre et les processus autour du client. Et à lui d'instancier ses processus en fonction de son besoin, de ses envies, de son mode de fonctionnement. S'il veut faire du full digital, il va faire du full digital. S'il veut faire du mixte, du figital, il fera du mixte, mais c'est son problème. Enfin, quelque part, en tout cas, c'est sa perception. Son désir. Son désir. Pour l'informatique, on a à peu près fait la même chose. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps, les boîtes sont organisées en mode projet.
Donc, elles font des projets annuels avec des budgets et qui construisent le système d'information. Faut juste faire le contraire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une trajectoire de système d'information et faire des projets pour enrichir ce système d'information. Je comprends pas bien la nuance entre les deux. La nuance entre les deux, c'est qu'avant, on a fait des projets sans lien entre eux. Il n'y avait pas toujours de lien entre ces projets. Donc, on a sédimenté le système d'information. Moi, si je prends l'exemple qu'on a évoqué, on a doublé le nombre d'applications dans les 4 dernières années. D'accord? Ça doit faire un sacré coup. Le patrimoine applicatif. Et en même temps, là, on est dans une refonte complète de notre système d'information. Et si on regarde, moi j'ai fait des benchmarks, on voit bien que tout le monde a à peu près les mêmes mots. C'est toujours pareil, hein, quand tu t'évalues, tu te désoles, mais quand tu te compares, tu te consoles. Et tu t'aperçois que tout le monde a à peu près eu le même parcours. C'est-à-dire dans les 5-10 dernières années, il y a une explosion du nombre d'applications, donc de la complexité du système d'information. Et qu'il y a beaucoup de refontes pour aller vers des plateformes digitales, pour faire de la marque blanche et autres. Qui viennent s'ajouter à ça quelque part. Donc ça entraîne une difficulté bien plus importante encore que ça aurait été le cas il y a 5 ans. Et donc ce système d'information, en fait, il n'est pas construit, il se construit par les projets. Donc on empile, mais sans une vision globale de se dire mais de quoi on a besoin et pourquoi. Et si je prends l'exemple de Natif, on est en train de faire un transfert assez important entre justement du mainframe, donc du homemade, donc des applications faites en interne, voire même des applications pas mainframe, mais faites en interne aussi, vers du logiciel. Mais quand tu fais ça, tu changes aussi radicalement ton approche. Déjà, ta relation avec les éditeurs, elle est primordiale. C'est-à-dire que tu dois connaître les partenaires. Ça devient des partenaires, c'est plus du tout le même mode de fonctionnement. Tu vas engager des équipes, si tu passes à Agile, tu vas engager des équipes plutôt que des individus. Donc, tu passes d'un mode régie assez classique où tu achètes de l'humain, de la viande, si je veux être un peu péjoratif, et c'est toi qui la pilote et c'est toi qui lui dis ce qu'il faut faire, j'ai un partenaire, ce partenaire a des expériences, il va m'apporter quelque chose. Par contre, je dois le mesurer, donc comment je le mesure? Donc, comment je mets en place des matrices de compétences, des valeurs de points pour évaluer la continuité de l'équipe. On sait tous qu'en agilité, ce qui est primordial, c'est la continuité de l'équipe. Et quand tu es en régie, tous les 6 mois, à force que tu comprimes les coûts et que tu dis au mec, attends, je te donne 6 mois de plus de visibilité, fais-moi 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros de moins sur le TGM. Quand tu fais ça, tu es en train d'appauvrir la valeur que les gens produisent. Et puis au bout de 6 mois, on finit par te prendre le mec et le mettre dans une autre boîte dans laquelle on le vendra un TGM meilleur. Donc il y a une transformation très importante du mode d'achat, du mode d'engagement avec les partenaires, de la relation avec les éditeurs. Donc, des choses que la plupart des entreprises que j'ai évoquées tout à l'heure, je t'ai parlé de benchmark, sont en train de mettre en place avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité. Mais tu vois bien que c'est une transformation très importante de l'approche qui était celle qui existe depuis 20-30 ans en France en particulier. Et donc, du coup, dans la structuration du SI, donc tu as dit deux choses qui me semblent importantes dans tous les cas, si tu peux un peu plus approfondir. C'est le premier, c'est j'ai des outils métiers. Ces outils de métiers-là vont être pilotés par les métiers parce que c'est eux qui ont vraiment le besoin. Il faut sa culture vraiment à la SI pour pouvoir vraiment faire les bons choix. Bien sûr, tu as un support pour les aider, pour les intégrations, etc. Oui. C'est une chose. Et le second point, c'est tu parlais de structuration du SI, où le SI doit être créé avec un horizon de je suis capable de me connecter, d'interopérable avec plusieurs SaaS et là-dessus. Est-ce que ce type de SI, est-ce qu'il a un nom? Est-ce que tu utilises on appelle ça une plateforme digitale. Hein. Enfin, le terme le plus commun employé aujourd'hui s'appelle plateforme digitale. Alors, ça veut tout dire et rien dire. Mais dans une plateforme digitale, tu as quoi? Tu vas avoir toutes les couches d'échange, qui est un point important. Tu vas mettre ta migration vers le cloud. Donc, pareil, le cloud, on est sur des entreprises qui sont très souvent sur du on-premise. Historiquement, aller vers le cloud, ça veut rien dire. Hein. C'est pourquoi on y va. Et sachant que ça entraîne 2 problématiques fortes. Hein. Le cloud, c'est la sécurité et la performance. C'est-à-dire quand tu commences à avoir un système qui était centralisé, où tu maîtrisais, on va dire, la sécurité périphérique au moins et les performances internes, puisque tout était sur le même réseau, et que tu passes à des choses qui vont être en interne, externe et autres, la problématique même de PRA, donc de plan de reprise d'activité, de continuité d'activité, devient différente. Donc il faut repenser l'ensemble de tes processus et l'ensemble de ton approche. Et dans une entreprise fortement contrainte par la réglementation, comme le sont les assurances et les banques, ça prend des proportions non négligeables. Et le problème n'est pas le cloud.
Le problème est de dire comment tu continues à assurer la sécurité et les performances, voire même que tu les améliores. Parce que si c'est juste faire ce qu'on avait avant, la belle affaire, hein, dépenser plusieurs millions d'euros juste pour faire ce qu'on avait déjà, c'est moyen. Donc, c'est comment tu apportes plus de sécurité, plus de performance, et surtout aux clients, un meilleur système d'information pour avoir un avantage compétitif. Clairement. Donc là, il y a vraiment un enjeu en interne chez toi d'avoir les bonnes personnes architectes pour créer cette architecture-là. Et si extrêmement complexe, mais hyper puissante, puisqu'elle doit permettre d'être le socle qui permet d'intégrer rapidement dans de bonnes conditions, sécurité, prix, etc. Oui, puis c'est la définition de ce qui est transverse et de ce qui est vertical. Donc, ce qui est business yard sur l'assurance, c'est très spécifique. On a à côté la santé prévoyance, ça partage relativement peu de choses. Si ça va partager de la lutte antifraude, par exemple, ça va partager des choses comme ça, d'un point de vue fonctionnel. Et après, ça va partager des opérations, des infras et une architecture de système d'information qui doit être la plus cohérente possible. Pourquoi? Parce que si tu multiplies les outils, tu multiplies les problématiques de performance et de sécurité. Parce que les patchs des différents logiciels, enfin, plus tu en as, plus c'est complexe, plus tes tests de non-régression deviennent complexes, voilà. Donc, c'est une plateforme digitale, ça doit être à la fois complexe d'un point de vue richesse, mais ça doit pas être compliqué. Parce que si ça devient compliqué, le diable est dans le détail. Donc, Et est-ce qu'on peut faire l'analogie en disant, en fait, ce que vous essayez de faire, tous vous les DSI qui sont dans cette intégration de services complexes, mais il ne faut pas que ce soit compliqué, en fait, c'est comme le SSO. C'est-à-dire le SSO, c'est la partie, c'est une feature, on va dire, de cette problématique-là, mais qui est maintenant admise par tout le monde en disant, mais oui, il y a une façon de gérer ça pour toutes les applications, c'est simple, c'est puissant, c'est sécure, on le gère comme ça. Et en fait, ça, il faut arriver à le répliquer, enfin, cette typologie-là de… C'est ça. Mais tu vois, moi, j'avais une vraie difficulté autour des outils collaboratifs. On avait fait le choix de Google Suite. En février l'année dernière, il y a un an, on avait déployé que 54% du périmètre en 18 mois. À la fin de l'année, j'étais à 99%. Donc, qu'est-ce qui a permis ça? C'est clairement le problème sanitaire auquel on a dû faire face avec des gens qui devaient bosser depuis chez eux. Quelque chose qui n'était pas envisageable ou pas envisagé, même d'un point de vue de management, parce que tu changes aussi les règles de management avec des gens qui sont à distance et tout. Et c'est une remise en cause. Donc, forcément, les managers, que ce soit de la Massif ou d'autres entreprises d'ailleurs, leur difficulté, elle est de piloter les gens sur des objectifs et pas en étant derrière leur dos tous les jours. Alors que le modèle de management, encore, trop souvent, il est d'être présent physiquement et de pouvoir avoir un échange. Et c'est demandé aussi par les collaborateurs. Pour eux, c'est facile aussi de lever la main et d'avoir quelqu'un qui vient les aider tout de suite. Donc, il faut faire évoluer toutes les consciences, je vais dire comme ça, que ce soit celle des collaborateurs, qui se plaignent d'un management peut-être un peu trop micro, mais en même temps, ça les rassure parce que ils prennent pas trop de risques, ils prennent pas trop d'initiatives et puis ils se contentent de ça, versus une distance qui va obliger à se prendre plus en charge, être plus autonome et d'avoir des outils qui permettent cette autonomie. Okay. Je pense que pour faire ce qu'on est en train de faire ce matin, on l'aurait peut-être fait en présentiel il y a quelques mois. Sûrement. Ça serait venu naturellement. Alors que là, c'est venu naturellement de le faire comme ça, parce que de toute façon, on ne se pose même plus la question. Et est-ce que, pour porter cette transformation, donc tu as quand même de l'accompagnement au niveau des métiers sur la formation, sur la recherche de nouveaux outils, leur permettre de leur apprendre à faire de la veille numérique, on va dire, pour qu'ils puissent eux-mêmes sourcer les outils. Donc, il y a un accompagnement. Il y a une partie extrêmement technique, extrêmement complexe d'architecture. Et ça, c'est tes équipes. Et donc, du coup, tu as combien de personnes dans tes équipes? C'est quoi la nature des personnes? Comment tu gères ça? Aujourd'hui, la Massif, c'est à peu près 1000 personnes, avec 50% d'internes, 50% d'externes. Ok, mais toi, dans tes équipes, c'est qui que tu as? Quel type de poste? Moi, aujourd'hui, j'ai tous les postes. J'ai des architectes d'entreprise, j'ai des gens qui développent des applications, j'ai à peu près tout ce qui peut exister dans l'informatique, dans toute la nomenclature des métiers informatiques. Je crois qu'il m'en manque pas, sauf quand tu es éditeur ou par exemple tu as des customer success. Bon, j'en ai pas encore que. Ça, c'est aussi une des transformations nécessaires dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, qui s'appelait des gens, des SDM, des Service Delivery Manager, si on le fait à Moditil, un peu ancienne,
Donc des services delivery managers, c'est des customer success. Enfin, si tu veux aller au bout, c'est qu'il faut vraiment les mettre au contact des clients et justement faire les liens, les ponts qui sont nécessaires pour que tout le monde se comprenne. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, enfin, ce qui s'est passé l'année dernière, il faut toujours voir quand même le côté positif, a permis à tout le monde de prendre conscience de la position de l'informatique dans l'entreprise. C'est pas seulement du support, c'est un peu plus que ça. Et la sécurité, un truc qui était difficile à expliquer il y a quelques mois. Ça n'intéressait personne, ça c'est chiant, voire même les budgets, on avait tendance à les rogner un peu, parce qu'on dit, ça sert à quoi? Je pense que tout le monde a bien compris que c'était plus une question. Et donc, la culture des dirigeants de l'entreprise est maintenant, ils sont beaucoup plus concernés par ces aspects-là. Donc, quand on leur parle de transversalité, du fait que d'avoir plusieurs data centers dans plusieurs entités, c'est peut-être pas très bien et c'est peut-être plus difficile à gérer, ils le comprennent et voilà, ils prennent les décisions pour que ça change. Alors qu'auparavant, ils disent, oh, c'est chiant, enfin, ouais, on va pas faire ça, puis ça va emmerder, machin. Non, enfin là, on est vraiment plus, et c'est accepté par tout le monde, beaucoup plus accepté. Après, tu as toujours la résistance au changement de l'humain qui est naturelle et voilà, c'est pas grave. Et quasiment légitime. Oui, c'est pas grave, ça fait partie du process. Donc, du coup, Covid, accélérateur de transformation numérique des entreprises, ou en tout cas de la prise de conscience. Donc, du coup, c'est formateur, on va dire. Maintenant qu'il y a une prise de conscience, comment tu vois en fait l'évolution du rôle du DSI? Parce que le DSI aujourd'hui, face à cette transformation numérique, les attentes qui vont être des métiers par rapport à lui et ou de la direction par rapport à lui, si cette prise de conscience de transformation numérique se fait, elles vont complètement changer par rapport à son poste passé. Ah oui, ça doit être un vrai partenaire business. Alors, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est plus difficile à faire. Et je pense que c'est aussi un problème de parcours. Je vais peut-être m'attirer les foudres des anciens DSI, mais c'est pas très grave. C'était souvent des techniciens avant toute chose, mais pas des partenaires business. C'est-à-dire le business, ça leur passait un peu loin. C'est-à-dire le nombre de DSI qui ont été entrepreneurs, qui ont créé des sociétés qu'ils ont vendues, qui ont été confrontés à ce que leurs clients internes vivent tous les jours. J'en connais relativement peu. J'en connais assez peu. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que ce sont souvent des gens qui n'ont pas d'approche business dans le sens, parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Donc, il faut qu'ils s'y intéressent. Là, moi, j'ai vu beaucoup de DSI qui faisaient des plans de 2-3 ans, puis qui changeaient d'entreprise au bout de 2-3 ans, parce que souvent, ça s'était pas vraiment bien passé, ou voilà, et parce qu'ils avaient eu des approches très technologiques des problématiques, en prenant, je prends Salesforce, par exemple. C'était pas avec une approche de dire à quoi ça sert. On était déjà dans le comment et on allait voir les gens du business en disant tiens, j'ai la solution pour toi, sans avoir regardé spécifiquement ce dont il avait besoin ou ce dont ses clients avaient besoin. Donc ça, c'est la vraie difficulté, je pense, pour les DSI aujourd'hui, c'est de se transformer aussi, parce qu'ils en parlent beaucoup, mais il faut toujours s'appliquer les choses à soi-même. Mais c'est un problème de curiosité. Il y en a qui sont curieux, qui bougent, qui sortent un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de l'entre-soi des SIGREF et autres. Oui, des réseaux qui les réseaux de l'entre-soi, c'est ce que j'appelle les réseaux de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on est entre nous, entre DSI, ok, mais il faut aller voir des réseaux de DAF, il faut aller voir des réseaux de directeurs commerciaux, il faut aller voir d'autres entre-soi pour comprendre et écouter ce qui se passe, parce que je pense qu'à partir du moment où on a des bras, des jambes, une tête, un cerveau à l'intérieur, on doit être capable de faire des choses. Et bon, je connais à peu près la réponse, mais j'aimerais bien savoir par quoi tu le remplaces. Qu'est-ce que tu penses des schémas directeurs SI? Et donc j'anticipe. Et par quoi tu le remplaces au final? Un schéma directeur le problème du schéma directeur, c'est à peu près la même chose que l'opposition entre le cycle en V et l'agile. Et on peut opposer le schéma directeur à une trajectoire de système d'information, mais on est dans le même acceptation, c'est-à-dire que le schéma directeur, c'était un truc qu'on pensait, on passait beaucoup de temps à le mettre en place, et puis on mettait 4-5 ans, voire même on l'achevait jamais, à l'exécuter. Aujourd'hui, on ne parle pas de schéma directeur. Pour autant, quand on parlait d'architecture d'entreprise, il y a un moment, il faut quand même poser les briques et les orientations et un certain nombre de convictions qu'on peut avoir.
Et sur cette base-là, après, faire sa trajectoire de système d'information, mais qui doit être adaptive. C'est-à-dire qu'elle va évoluer parce que tu imagines le mec qui a fait un schéma directeur en 2017-2018, qui en 2020 se fait prendre par le travers avec le Covid. Ça change un peu, ouais, mais du coup, tu vois… les plans de continuité d'activité, ils prévoyaient tous des locaux. C'est-à-dire, on n'était pas dans les gens vont travailler chez eux, on était dans les gens vont plus pouvoir venir travailler là où ils sont d'habitude. Je prévois des locaux en périphérie ou je sais pas quoi, des villes ou ailleurs, pour pouvoir réinstaller les gens parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Aujourd'hui, si tu dois revoir, et on va tous revoir nos plans de continuité d'activité, on va pas les revoir avec des locaux à disposition quelque part à un moment donné. On va tout prévoir en disant comment je fais en sorte que nous, on était confrontés à ça. J'envoie un PC au domicile de quelqu'un, non configuré, juste un PC. Je fais en sorte qu'il soit livré à son domicile et qu'il le mette sur le réseau et que ce PC aille chercher tout ce qu'il lui faut pour être à la fois sécurisé, mais en même temps avoir tous les éléments pour pouvoir travailler à distance. Ça a été le challenge, mais qui dans les plans de continuité d'activité n'était pas abordé comme ça. Ouais. Il a fallu qu'on s'adapte assez vite, mais clairement, un schéma directeur, c'est plus adapté parce que c'est le temps. C'est un problème de temps, c'est pas un problème du contenu, c'est le problème du comment. C'est pas adapté parce que ça prend tout ce dont on a besoin, mais ça le faisait sur une échelle de temps qui n'est plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pareil. Mais je pense que la difficulté, c'est tu es nouveau dans la boîte, t'es nouveau DSI dans la boîte, et en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, tu dois rendre une copie, quoi. Mais donc, c'est toujours important quand même de prendre le temps. Et il faut être un peu résistant, parce que tu as toujours cette pression que tu évoquais, c'est il faut des résultats immédiats et tout ça, sauf que le résultat immédiat, il peut obérer les résultats futurs. Donc c'est d'avoir suffisamment de résistance, mais tu as toujours une centaine de jours. Effectivement, tu retombes sur ces 100 jours mais c'est pour analyser la situation. Moi, je passe les 100 premiers jours plutôt à analyser la situation, à écouter, à regarder, plutôt qu'à commencer à faire quelque chose. Alors, c'est pas toujours facile, tu as toujours des gens qui vont dire, alors il fait rien, ok, mais non, c'est pas le problème. Et une fois que tu as la situation, tu dis, ok, mais je vous propose de faire ça maintenant. Et donc, après, il faut convaincre. Donc, pour convaincre, il faut être convaincu. Ok, bon, on arrive vers la fin, Didier. Si tu pouvais dire quelque chose, 1 ou 2 conseils à un DSI qui prend son poste dans une nouvelle entreprise, qui n'a pas forcément toute ton expérience, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de sortir de son habit technique. Ce qu'on attend d'un patron de l'informatique, c'est bien évidemment qu'il soit technicien, sinon il n'y a pas de valeur ajoutée sur ce point-là. Mais c'est surtout d'être à l'écoute. Je pense que il faut être un bon communicant dans le sens pas de faire le show, c'est pas le sujet, mais d'aller vers les autres et d'être à l'écoute. Il faut beaucoup écouter. Et un peu moins asséner de vérité ou de solutions toutes faites ou toutes préparées, parce que chaque entreprise a son histoire et il n'y a pas one size fits all, quoi. Faut bien prendre le temps. Peut-être faut avoir 1 ou 2 trucs un peu emblématiques dans ces 100 jours. Mais ce qui est le plus important dans ces 100 jours, c'est de bien comprendre l'entreprise et sa situation. Donc c'est un peu comme un médecin, c'est de faire un bon diagnostic. Je dis toujours, les médecins ne sont pas tous bons, parce qu'il y a un classement quand même à la fin, et il y a toujours des derniers. Donc, quand tu es soigné par le dernier de la classe, tu n'es pas sûr que ce soit le meilleur. Ça ne veut pas dire que le premier était excellent non plus. Mais dans toutes les professions, il y a les premiers et les derniers. Donc, l'analyse des symptômes, c'est important. Parfait. Merci pour tout ton temps et la transparence dans tes réponses. C'était super intéressant. Merci Didier. Merci, à bientôt. Ciao. Et merci d'avoir écouté ce podcast avec Didier. J'espère que vous avez apprécié l'échange et que cela pourra vous aider dans vos missions actuelles. Si vous voulez nous aider, notez ce podcast sur les plateformes Apple, Google, Spotify et bien sûr, partagez-le sur LinkedIn. Cela nous aidera énormément. Merci à tous et à très vite. Allez, ciao!